BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Une nouvelle rencontre, un nouveau couple cette semaine avec Jérôme Foll, le directeur général d'Innovacom, qui vient accompagner de son poulain dans lequel il a mis quelques économies, Fred Rivard, le CEO de MicroEdge, et c'est vous Arnaud qui nous présentez l'un et l'autre. Effectivement, mon cher Philippe, notre binôme de la semaine est donc composé côté entrepreneur du CEO de MicroEdge. Alors c'est une pépite technologique lancée il y a 7 ans et dont le domaine d'expertise, pour faire très court, est la digitalisation des objets du quotidien. Alors aussi bien dans le domaine du B2B que du B2C, ça va de l'habitat à l'industrie, à la santé ou à l'énergie. Une entreprise innovante, ô combien. Il faut dire que le CEO a par ailleurs un PhD, donc ça détermine le code génétique de cette entreprise extrêmement innovante, qui travaille par ailleurs pour de grands noms de la tech, pour de grandes entreprises, auxquelles, pour faire très court, vous me permettrez ce raccourci, vous concédez en gros l'exploitation des brevets, notamment, que vous développez. C'est une entreprise en phase intensive d'internationalisation également. Et son investisseur, il a lui aussi, en fin de compte, l'innovation chevillée au corps, puisqu'il s'agit d'Innovacom. Alors c'est un fer de lance du capital innovation en France depuis bientôt 30 ans, sur la ligne de front notamment de la transition numérique, avant même que le concept n'ait été popularisé. Innovacom, depuis 1988, c'est la bagatelle de 1 milliard d'euros investis. C'est plus de 300 startups ou scale-up qui ont été soutenues et 20 introductions en bourse ou encore 150 sorties industrielles, excusez du peu. Merci Arnaud, bonjour à tous les deux. Bonjour Si Philippe. vous m'y autorisez, Jérôme, on démarre avec Fred, son aventure. Elle a démarré quand? C'était votre première aventure d'entrepreneur ou bien vous êtes un serial entrepreneur déjà? C'est votre première émission de télé, mais c'est peut-être pas votre première entreprise. Racontez-moi. Si, c'est la première entreprise que je monte. À quel âge? Alors j'ai dépassé la quarantaine. Pour la création? Non, pour moi. Ah, bah ça, je m'en fous. À quel âge avez-vous créé votre première entreprise? Et donc j'ai un parcours, effectivement, donc j'ai un doctorat. De scientifique, oui. Voilà, donc j'ai contribué à doter les outils, doter d'outils les entreprises comme IBM. En fait, je travaillais pour IBM. Ah, vous étiez salarié chez IBM? Oui, en Ouais. Amérique du Nord. D'accord. Où on a créé la technologie Java. Bien pour sûr. IBM. Voilà. En quelle année? C'était... Dans les années 2000. D'accord. Donc une grosse partie des ingénieurs qui utilisent ce genre de technologie, à la fois dans le web ou même D'accord. dans les outils plus classiques. Alors d'où est venue l'envie d'entreprendre quand on est sur ce type de parcours? Alors, j'allais dire, à un moment donné, à travers IBM, j'avais vu qu'il était possible d'attaquer le marché de ce qu'on appelle les petits objets, les objets communicants. À l'époque, on appelait pas ça... Connecté encore, oui. Pas connecté, mais il y avait déjà des objets communicants. Oui. Et IBM était une entreprise qui était essentiellement vers les serveurs et les gros centres. Donc je me suis dit, voilà, on va aller vers ça, sachant qu'au sein d'IBM, je voyais passer des gens comme l'automobile, le médical. J'avais notamment réalisé les premières couches de virtualisation sur le Palm Pilot. Ah oui, à l'époque, Palm vous voyez, Pilot. avant qu'il y ait On les- l'a oublié, le Palm Pilot, Voilà, mais c'était les premiers- vraie rupture. Exactement. Ouais. Je me suis dit, tiens, on va pouvoir emmener ce genre de choses sur l'ensemble des objets du quotidien. Vraie vision. Donc le l'ensemble des petites puces électroniques qui, elles, n'ont pas les bons outils pour pouvoir faire du logiciel. Oui, parce qu'on s'en rend compte là maintenant, mais en toute discrétion, on a là un pionnier de l'Internet des objets, Bien quelqu'un sûr. qui a vu ce qui allait se passer bien avant qu'effectivement tout ça n'émerge et ne devienne très très à la mode. Et en quelle année, Fred, démarre votre aventure Alors, personnel entrepreneur à ce moment-là? Voilà, donc j'allais dire la vision, il y a eu une antécréation, etc. Mais là, le vrai démarrage, c'est en 2010, avec l'arrivée d'Innovacom. Vous créez avant l'arrivée. Vous créez Oui. ensemble avec Jérôme Non, ou bien bah, non, vous démarrez, vous allez voir Innovacom après, L'entreprise d'accord. est créée un petit peu avant. D'accord. Et nous avons, j'allais dire, un premier fabricant de puces électroniques qui s'appelle ST Microélectronique, Bien sûr. le champion français, Oui. qui nous repère et qui nous demande de faire un premier produit standard pour pouvoir accélérer la mise en œuvre d'innovations matérielles et logicielles, donc pour pouvoir mettre du logiciel rapidement sur une puce électronique. D'accord. Quand je dis rapidement, c'est qu'on divise presque par 2, voire 3, le coût pour pouvoir mettre un logiciel sur une puce électronique, ce qui permet effectivement à l'ensemble de l'industrie d'aller plus vite sur Bien le sûr. marché, de mettre plus d'innovation sur le marché. Voilà. Alors Jérôme, à quel moment se fait la rencontre et qu'est-ce qui vous séduit dans l'aventure? Plusieurs choses nous séduisent. La rencontre se fait en... Déjà l'homme, j'imagine. L'homme, c'est toujours une histoire d'homme, les investissements. C'est ce qu'on répète effectivement d'émission en émission. Oui, mais c'est effectivement vrai. Je continue à vous le confirmer. Et au-delà de l'homme, c'est effectivement la vision et la capacité en fait, à matérialiser la vision qu'il avait, de dire que tous les objets du quotidien, il va falloir à un moment donné les rendre intelligents.
Et ça ne pourra pas se faire sur des puces chères, coûteuses en puissance de calcul, en énergie, mais sur des petits microcontrôleurs qui ne valent pas très cher, sur lesquels on ne peut pas forcément mettre facilement beaucoup de logiciels. Et donc, Fred nous a expliqué, on a compris, on a regardé un peu techniquement. Vous observiez ce marché à ce moment-là ou pas On observait ce marché, on voyait apparaître effectivement la digitalisation de l'économie et on a cherché à impacter ce monde-là de façon profonde. Pas simplement par un nouvel objet ou un nouveau service, mais vraiment à parler dans les couches basses qui nous semblaient vraiment beaucoup plus porteuses d'avenir et surtout en termes de volume derrière. C'est ça qui vous a convaincu à l'époque, parce qu'aujourd'hui, le fait qu'on retrouve de l'Internet, que la plupart des objets de notre quotidien soient connectés ou aient vocation à l'être, tout le monde l'a compris. On était à cette époque-là, on était en 2010, époque à laquelle, pour beaucoup, ça allait être du gadget. Qu'est-ce qui vous a convaincu, effectivement? Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, le docteur Fred Rivard, il tient quelque chose qui est sans doute un peu plus sérieux qu'un certain nombre de ses homologues? C'est d'abord qu'il avait une technologie vraiment de rupture, qui était capable d'aller implanter effectivement du logiciel de très très haut niveau dans des puces très peu intelligentes, finalement, très peu capables en matière de mémoire et de puissance de calcul. Donc on s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose de nouveau et que ça va impacter profondément l'ensemble du secteur et pas simplement un micro-secteur qui peut paraître gadget à un moment donné, qui peut être à la mode à un moment donné et plus l'être l'année d'après. Là, on s'est dit, là, on a une lame de fond et la technologie que Fred a développée va être capable de supporter cette lame de fond des objets communicants, des objets intelligents. L'aspect d'investissement entre vous quand cette rencontre se fait, sur quelle base il fait déjà du chiffre d'affaires, il a besoin de quoi, de combien, est-ce qu'on peut révéler ces chiffres en termes financiers, non pas forcément les secrets, mais on comprenne à quel moment une entreprise comme la vôtre peut aller voir un fonds comme le vôtre pour finalement assurer sa croissance et son développement. Alors, on est assez précautionneux sur la dépense de l'argent. Globalement, que les investisseurs apprécient. Je vois Jérôme qui approuve. Oui, c'est très bien. Je dirais, globalement, on a dépensé à peu près 20 millions d'euros en R&D et on a levé à peu près 5. Donc entre les deux, on a eu pas mal de clients qui nous ont effectivement accompagnés dans le développement de l'entreprise. Donc des grands comptes qui nous ont... qui étaient du vrai business du coup. Qui étaient du vrai business, qui nous ont aidés effectivement à stabiliser cette plateforme, cette vision qu'on avait sur différents marchés. Les marchés du smart home, de l'énergie, donc les metteurs, les compteurs intelligents, le médical, enfin plurisectoriel. Et à partir de là, on a eu effectivement ST Microélectronique et d'autres, comme Renesas, comme NXP, donc les numéro 1, numéro 2, numéro 3 mondiaux des petites puces électroniques qui nous ont dit « Ok, grâce à toi, on va pouvoir mettre de l'appareil électronique très rapidement, de l'innovation matérielle et des objets du quotidien très rapidement sur les marchés. » Et donc, je me suis retrouvé devant une difficulté qui était de dire « Ok, il va falloir que j'embauche des gens et que j'adresse le marché de manière mondiale. » Et donc là, à ce moment-là, je vais vous poser la question. Du coup, je me suis tourné vers l'investisseur Innovacom pour créer cette entreprise. Voilà. Donc, on a fait ça par étapes. Et j'allais dire, Innovacom m'a aidé. Chaque année, on a un objectif de structuration de l'entreprise. Parce que j'étais assez jeune, j'allais dire. Juste pardonnez-moi, mais Jérôme, corrigez-moi ou pas, mais c'est quand même très rare qu'on arrive à faire, en fait, avec 5 millions de levées, 15 millions de recettes sur des business aussi innovants rapidement. C'est assez atypique ou c'est fréquent dans ce type d'activité? Oui, c'est assez atypique quand c'est très technologique, très consommateur de ressources. Oui, mais que le vrai business avec des vrais clients finance une grande partie finalement du développement, c'est quand même assez extraordinaire. Oui, il y a eu un partenariat, c'est à ce moment-là qu'on est rentré dans l'entreprise, un partenariat avec ST Microelectronics, comme a dit Fred. Et nous, on est rentré pour effectivement aider l'entreprise à aller chercher des partenariats à l'international, en Amérique du Nord, en Asie. Avec vos propres réseaux, vos réseaux ont aidé là-dessus, justement? Nos réseaux ont un petit peu aidé, mais c'est surtout l'équipe qui a fait son travail avec notre soutien derrière. Pour bien comprendre le modèle, c'est pas simplement de rester caché dans les couches basses, effectivement, de ces nouveaux systèmes, mais c'est peut-être aussi de s'affirmer à la manière d'un Intel, c'est-à-dire de devenir un peu un incontournable. La manière d'un Intel, notre exemple, c'est plutôt Android. Si vous regardez... Powered by Android. Powered by MicroEdge ou Powered by Android. Si vous regardez l'industrie du smartphone, par exemple, elle n'existe que parce que mettre une application sur un smartphone, qui est un appareil électronique, qui est assez complexe, cette chose-là est simple. Quasiment tout le monde peut fabriquer une petite application, la mettre sur un smartphone. On a pris exactement ce concept-là et on ne l'applique pas, entre guillemets, à la niche des smartphones d'1,5 milliard d'appareils, mais à l'autre niche un peu plus grosse, 15 milliards d'appareils. Il y a à peu près 15 milliards d'appareils à programmer par an. Ces appareils-là, si on les programme
à la manière d'avant, on ne va pas y arriver. Et donc, nous, on propose une structuration très simple, du matériel avec de l'innovation matérielle, une couche applicative qui s'appelle MacroEdge et du logiciel métier très rapidement mis en œuvre pour pouvoir faire des thermostats, piloter des maisons intelligentes, etc. Et en France, par exemple, il y a déjà plus de 2 millions d'appareils qui tournent, qui sont powered by MacroEdge. Et si on compte les objets qui sont en cours de production, donc des clients qu'on a déjà gagnés et qui fabriquent par exemple, des thermostats intelligents, des choses médicales intelligentes, par exemple pour tester le sang, on est déjà à plus de 25 à 30 millions d'appareils. Alors, Jérôme, vous voyez effectivement sourire. C'est très bien d'avoir comme ça un poulain qui n'a pas peur de rêver en grand et même là en très très grand. Les prochaines étapes, c'est quoi ? Les prochaines étapes, ça va être de continuer à financer la croissance ou de trouver des partenariats industriels, parce que là, avec les chiffres qui viennent d'être cités, on voit bien qu'on est dans la phase... Il faut produire maintenant. Il faut produire de façon exponentielle. On est vraiment dans cette phase que tout le monde cherche, tous les investisseurs recherchent. C'est le moment où l'entreprise atteint un point d'inflexion. Avec une massification effectivement des marchés dont on prend bien la mesure avec les exemples qui viennent de nous être donnés. On passe de 2 millions à 30 millions et bientôt à peut-être quelques milliards d'objets qui vont tourner avec les logiciels de MicroEdge, de même qu'on a aujourd'hui des dizaines de millions d'objets, de smartphones qui tournent avec Android. Donc c'est vraiment ça qu'on veut répliquer à une autre échelle. Dernière question, Fred Rivard. Est-ce qu'il y a maintenant des concurrents aussi efficaces que vous sur ce marché mondial ou est-ce que vous avez pris une vraie longueur d'avance définitive? C'est jamais définitif de toute façon, mais... Oui, alors on a des concurrents qui sont plutôt les gens internes à les entreprises, plutôt des freins, puisque nous, on vient modifier le process de production. Parce que les geeks internes aux entreprises n'apprécient généralement que très modérément. Voilà. Par contre, les managers, les marketeurs et les directeurs des entreprises comme les fabricants d'électroménagers, les gros électroménagers par exemple, ils comprennent très très bien qu'ils vont pouvoir mieux cibler, plus vite, mettre de l'innovation plus rapidement sur les marchés. Et là, les enjeux sont... ils comprennent très bien. Donc en fait, notre challenge, c'est effectivement d'adresser les gros équipementiers, les gros fabricants d'appareils dans le wearable, dans les gros électroménagers, dans le médical. Et là, on n'a pas vraiment de concurrence. Tant mieux, pourvu que ça dure. C'est plutôt assez gratifiant en ce moment. J'imagine. On a c'est gratifiant pour les équipes. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et bon vent. Merci, Bien évidemment, bon vent à MicroEdge. Quant à nous, on attaque avec un nouveau parcours d'investisseur.